Bonjour à tous et bienvenue dans Sportech. Sportech, l'émission qui vous parle de sport et de technologie. Je m'appelle Pierre Gabas et bien entendu, je ne serai pas seul pour vous accompagner dans cette émission. Mes chroniqueurs favoris sont à côté de moi. Elles traquent l'info sur les réseaux sociaux. Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir Pierre. Comment tu vas? Bah ça va, écoute ça va. J'ai décidé de changer ma voix pour la spéciale. Ouais, t'as un petit peu la voix Marchinson. Ouais, c'est ça. Donc, je vais parler. Je vais parler avec les mains. On va se débrouiller comme ça quoi. D'accord. Je compte sur Vincent. Bah oui, à côté de vous, bien sûr, Vincent Dupuis, le Bordelais de Sportech, donc qui est rarement d'accord avec les gens. Il est rarement d'accord. Je suis rarement d'accord. En attendant, Vincent Dupuis, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, ça va super. Ça va? Ouais. Alors, en face de vous, mes amis, on n'a pas n'importe qui, puisqu'aujourd'hui c'est une spéciale dopage. On va parler de dopage dans l'ensemble de l'émission, à part un petit peu au bloc-notes, mais sinon globalement on va parler de dopage avec monsieur Dr Jean-Pierre de Montnard, qui est le spécialiste français de la question. Jean-Pierre de Montnard, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, moi ça va. À partir du moment où je peux faire mes 1500 km par mois à vélo, tout va bien. Tout va bien? Mais vous êtes vous prenez quelque chose? Je fais ça depuis des années. Là, j'atteins les 300 000 km et mon ambition, c'est de faire la distance Terre-Lune au total, pas d'un seul coup. D'accord. Ouais. Voilà, et donc j'ai encore quelques années à pédaler. Je fais 17-18 000 km par an. Ah, c'est un beau défi. Oui, Ouais. Oui, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui Vous êtes font. plusieurs à faire ça? Vous êtes tout seul? Non, je suis. Ça fait partie de mon équilibre. D'accord. Hein, si je fais pas de vélo, en tout cas du sport, je suis moins performant. Et puis, j'ai l'impression, vous y connaissez un vélo, vous avez écrit, je rappelle que Jean-Pierre de Montnard a écrit pas loin d'une cinquantaine de bouquins quand même. Bon, plusieurs sur le vélo, quelques-uns sur le football. Vous en avez un autre là sous la main qui est une revue... Voilà, de sociologue qui s'appelle Mouvement, c'est ça. Voilà, qui est consacré, le numéro qui vient de sortir ces jours-ci, il est consacré au football. Peut-on aimer le football? Montrez-le à la caméra, Olivier Rousseau va... Voilà, donc peut-on aimer le football? Et il y a plusieurs auteurs, et moi j'interviens sur le dopage. Ouais. Et donc, c'est votre spécialité? Oui, entre autres, hein, parce que je suis médecin. Bien sûr, oui. Et j'ai pas fait mes études de médecine pour parler de dopage. Mais c'est venu au cours du temps. J'étais médecin à l'Institut national des sports, et là je me suis rendu compte rapidement que le dopage était omniprésent. Et ensuite, voilà, j'ai été impliqué comme médecin dans la surveillance des sportifs, de faire des contrôles antidopage, de suivre des sportifs. Donc voilà, mon expérience date du terrain et pas de la littérature ou des collations de lecture. Oui. Hein, c'est le terrain. J'étais à l'intérieur, donc je connais parfaitement tous les rouages. Bon, en tout cas, vous êtes l'un de ceux qui en parlent le plus librement. Oui, parce que j'ai compris très rapidement que si je restais dans le milieu, eh bien, j'aurais des pressions maximales, et donc je suis parti, effectivement. Et vous avez subi des pressions? Oui, bien sûr, tout à fait. Ordre? Oui, bien, par exemple, quand une chaîne de télévision, pour ne pas la nommer TF1, dans les années 75, m'invite aux 20h, mes supérieurs à l'INS disent non, pas lui, et le journaliste a dit, si c'est pas lui qui vient, eh bien, il n'y a personne qui vient. Voilà, donc, si j'ai eu des pressions, ça c'est vraiment anecdotique. Des menaces de mort, bien sûr. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça c'est courant. C'est courant. Quand même, moi ça m'arrive pas souvent. Hier, ça vous est arrivé? Si, oui, mais c'était pour un truc. monteur, il n'en pouvait plus. Voilà, c'était un truc à part. Et moi, je suis pour le sport aussi. Moi, j'ai fait République Barbès en 15 ans, les 15 dernières années, de la distance. Donc on est presque à égalité. Mais en Vélib, et le Vélib, c'est lourd. Oui, c'est vrai. Donc vous ne faites pas votre odyssée en Vélib? Non, c'est des vélos, effectivement, haut de gamme. Haut de gamme. Alors, le premier débat de ce soir, ça va être un état des lieux un petit peu sur les nouvelles technologies dopantes. On vient de voir, et en plus ça tombe très bien dans le journal là, il y a quelques jours, que l'AMA venait de tout d'un coup, au beau milieu d'une année, comme ça, de décider de sanctionner, de mettre sur la liste noire des gaz qui auraient été utilisés à Sochi lors des derniers Jeux. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Ce sont des gaz qui... Voilà, donc le xénon, qui est un gaz qui est utilisé en médecine, dans les anesthésies, pour endormir les gens. Et donc le fait de diminuer l'absorption d'oxygène force le corps à fabriquer de l'érythropoïétine, la fameuse hormone, le PO, qui améliore le transport de l'oxygène dans le sang. Alors c'est important, il faut le préciser aux gens qui nous regardent, l'intérêt du dopage, c'est le transport des globules rouges vers les muscles, c'est l'intérêt majeur. Ça, le dopage numéro 1, high-tech, depuis déjà une vingtaine d'années,
c'est efficace, parce qu'avant, il existait aussi ce type de dopage, d'augmenter le transport de l'oxygène, mais ce n'était pas efficace. Donc à partir des années 70, il y a eu les transfusions sanguines qui ont démarré, puis on s'est aperçu qu'avec le PO découverte, en tout cas commercialisé à la fin des années 80, en 88, il était plus facile de faire des piqûres sous-cutanées ou intraveineuses que de faire des transfusions. Et puis à partir des années 2000, quand le laboratoire français a mis au point une technique pour déceler, voilà exactement, pour déceler le PO, eh bien comme là ils allaient se faire épingler, parce que le jeu c'est de prendre des produits efficaces et indécelables. Et donc là ça devenait décelable, donc ils sont retournés à la transfusion sanguine. C'est pour ça que toute la carrière d'Armstrong à partir des années 2000 se fait à base de transfusion sanguine. Alors que de 96 Oui, moi j'avais une question un peu pour le néophyte. Si on devait donner une définition du dopage en quelques mots, quelle serait-elle pour vous? Eh bien, le dopage, c'est tout ce qui va soigner la performance, médicaliser la performance, alors vous n'êtes pas malade. À partir du moment où vous prenez un médicament pour aller faire du vélo, vous prenez un médicament pour aller jouer au foot, vous êtes dans le dopage. Votre corps, il n'a pas besoin, vous n'êtes pas malade. Donc c'est déjà contraire à l'éthique médicale. Vous allez voir votre médecin, vous lui demandez un produit pour pédaler plus vite. Voilà, là vous avez compris ce que c'était le dopage. Voilà, le dopage c'est ça. Et d'ailleurs tous les sportifs savent très bien que les épinards ne sont pas des produits dopants et que les amphétamines sont des produits dopants. Ah bon? Par contre, le tarama est un produit dopant. Ça dépend les pays. Ça dépend les pays. Non, mais ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai lu plusieurs de vos bouquins, j'ai lu plusieurs de vos interviews. C'est d'une noirceur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Il n'y a pas de solution, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, à chaque fois... On trouve une manière de déceler un produit, il y a un nouveau produit qui arrive, on court après en permanence, c'est terrible. Pourquoi? Parce que la lutte antidopage est entre les mains du monde du sport. Est-ce que vous connaissez un jury d'assises ou c'est la propre famille du prévenu qui le juge? Normalement, non. Est-ce que vous connaissez un PDG délégué syndical? Non. Eh bien, le sport, c'est ça. Donc c'est eux qui s'organisent, qui arrangent. Donc, comment voulez-vous que ça marche? Il faut sortir, voilà, puisque vous devez parler des solutions plus tard, ça, il faut sortir la lutte antidopage du monde du sport. Attendez, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Le jeu d'un président de fédération, c'est la santé de son sport. Et le dopage, c'est la mauvaise santé. Ah ben justement, donc, personne ne va en parler. Vous parlez de président de fédération. On a eu la chance de rencontrer il y a quelques temps Seb Blatter, qui est le président de la FIFA. Et on lui a posé la question sur ses propos qu'il avait tenus il y a quelques années en disant que le dopage n'existait pas dans le football, que ça n'avait aucun intérêt puisque c'était un sport collectif. Donc c'était un petit peu la raison qu'il avait donnée pour dire que le dopage n'existait pas en football. On écoute le président de la FIFA et on revient après en plateau. On fait maintenant tant de contrôles antidopage, 5000 par année dans le football en entier. On a un ou deux cas, ou de 0,0, je ne sais pas combien de cas, mais la plupart des cas qu'on a trouvés dans le football maintenant, ce n'est plus le dopage, c'est la drogue. C'est le marijuana ou un peu de schnouf, mais pratiquement il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce que là où on avait des cas dans une des grandes équipes européennes de l'Italie, je ne veux pas l'identifier, à l'époque où j'étais secrétaire général, donc il y avait eu des anabolisants. Donc les joueurs sont devenus plus forts. Avec le résultat, vous pouvez aller voir dans l'histoire de certains footballeurs, ensuite ils ont eu les ligaments du genou déchirés parce qu'ils ont eu tout à coup un corps plus grand, plus fort, ou bien plus lourd que celui qui était fait par leur morphologie. Alors je crois que ça a cessé. Donc quand j'ai dit il n'y a presque pas le dopage, j'étais dans le tort, j'ai d'ailleurs dit, j'ai eu tort, parce que je croyais que vraiment il n'y avait pas, mais quand on a fait ces contrôles, on a vu. Mais quand on a vu maintenant aussi ce qui se passe au cyclisme, et puis j'ai rencontré l'ancien président du cyclisme, ils font des tonnes et des tonnes de contrôles de dopage dans des laboratoires. Et quand on parle du Tour de France, et les laboratoires français, c'est quand même des laboratoires sérieux, alors comment ça se fait que ces gens-là passent à travers? Parce que, et puis les cyclistes, ils sont contrôlés, comme les footballeurs d'ailleurs, dans tous les pays du monde. Mais vous savez, le contrôle dopage, c'est une lutte contre le temps
parce que la pharmacie, donc les produits pharmaceutiques, elle a déjà 1 année ou 2 ans d'avance. Et puis ensuite, on sait les produits. Après, on les met sur une liste jusqu'à ce que cette liste soit distribuée, adaptée. Ensuite, il va dans les laboratoires. Et vous savez, les laboratoires, pour avoir des résultats identiques, chaque laboratoire devrait avoir les mêmes instruments. Et ça, ils n'ont pas. Alors, le contrôle dopage est un peu mis en question. On peut aussi mettre en question, dont j'en fais partie, de l'AMA. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, l'AMA, depuis 8 ans de travail qu'elle a fait maintenant contre le dopage? Alors, quand tout à coup, il y a un truc qui ressort et qu'on aurait dû voir. Alors, des gens bien intentionnés me disent, mais attention, vous, au football, tout à coup, on va découvrir aussi le poteau rose quelque part. Alors, j'ai dit, j'espère pas, mais je suis certain qu'il n'y a pas de dopage organisé dans un sport collectif. Parce que dans un sport collectif, la composition est totalement différente. Donc de différents individus. Et dans les derniers Jeux olympiques, il n'y a jamais eu, donc le contrôle dopage aux Jeux olympiques est encore accentué, ils font aussi des contrôles de sang. Il n'y a jamais eu un sport collectif qui était pris en défaut. Alors, une réaction à ce que dit Sepp Blatter ? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je peux vous raconter une anecdote qui est quand même importante pour comprendre pourquoi je vais dézinguer. Oui, exactement, le père Blatter. C'est qu'il est fraîchement élu, donc en 98, le 8 octobre exactement, la veille, il a appelé mon secrétariat pour avoir un rendez-vous téléphonique avec moi. Et donc le lendemain matin à 9h, il m'appelle. Et alors, la confrontation des faits est extraordinaire. C'est que le même jour, dans le Figaro, j'ai fait un article où j'avais titré « Blatter a tout faux ». Et il n'avait pas encore lu, bien sûr, le Figaro à 9h quand il m'appelle, mais peu importe. Et donc j'expliquais, et je lui explique qu'il raconte depuis des années que dans le football, le dopage ne sert à rien. Alors je lui dis, mais d'abord, vous ne savez même pas ce que c'est que le dopage, et le dopage améliore les prestations physiques d'un individu. Donc un footballeur qui va être dopé, qu'il soit 1, 10, 12, ça va les améliorer tous. Il va courir plus vite, il va sauter plus haut, il va taper plus fort dans la balle, il va durer plus longtemps dans le match. Mmh. Donc tout ça, c'est bénéfique. Donc arrêtez de dire que dans le foot, le dopage ne sert à rien. Je peux vous rappeler qu'en 58, il y a une enquête qui a été faite dans le football italien par un médecin qui était un ancien footballeur professionnel de Bologne, Gerardo Ottani. 27% des footballeurs de Serie A prenaient des amphétamines, 62% prenaient des stimulants du cœur et de la respiration, 68% prenaient des stéroïdes anabolisants. On est en 58, il y a un match par semaine, 2 entraînements par semaine, et l'argent, il y en a beaucoup moins. Alors il a la mémoire très courte, mais vu son âge peut-être, la Juventus, le dopage était hyper organisé. Attendez, quand ils ont fait leur descente dans les bureaux de la Juventus, 280 médicaments différents, pas des boîtes, 280 médicaments différents. L'expert en pharmacologie qui a inventorié tout ça raconte que ça correspond à la pharmacie d'un hôpital d'une ville de moyenne importance, 25 000 à 50 000 habitants. D'accord. Et que tous les médicaments étaient destinés à améliorer la performance et pas à soigner une pathologie. Et d'ailleurs, la comparaison avec le cyclisme, elle est un petit peu étrange parce que j'ai lu une interview que vous aviez donnée dans un journal. Vous avez expliqué que dans le foot, il y a une chance sur 2000 de se faire contrôler, alors que finalement, dans le cyclisme, il y a une chance sur 10. Oui, mais d'ailleurs, dans son interview, tout ce qu'il raconte, c'est bidon. Alors le problème, c'est que le journaliste qui l'interviewe, peut-être il n'a pas la possibilité de lui rétorquer, etc. Mais moi, devant moi, jamais il me dit ça. D'ailleurs, quand il était au téléphone pendant 20 minutes, il l'a ouvert pratiquement pas. Il écoutait, et le lendemain, pour dire qu'effectivement il écoutait,
c'est que le lendemain, il est interviewé à RTL, et à l'époque, j'écoutais l'émission sport d'RTL à 7h du matin, et c'est Blatter qui est interviewé, et il ressort tout ce que je lui ai raconté. Puis au fil du temps, son discours va rechanger, parce que d'autres personnes lui ont raconté autre chose, et donc, mais il est à géométrie variable. Plusieurs fois, il a dit que le dopage ne sert à rien, mais là, on l'a entendu dans l'interview, il a dit non, je dirais plus que le dopage ne sert à rien dans le football, mais il n'y a que quelques cas isolés. Et alors, quand il dit les anabolisants, il y a quelques années, on trouvait des gens anabolisants parce que effectivement, les anabolisants ne sont pas adaptés au football parce qu'ils se font des ruptures de ligaments croisés, donc ils ignorent tout ça, bien sûr, à les décontracter. En revanche, récemment encore, il y a une équipe de Macédoine, tous ils étaient dopés aux anabolisants. Donc, tous leurs arguments dans le football, ils sont vraiment Mais aujourd'hui, zéro. Votre estimation, c'est quoi dans le football? On en est où concrètement dans le dopage et quels sont les, Alors, les techniques le problème pour tout, dans l'histoire du dopage, c'est que la seule façon d'affirmer que des gens se dopent, c'est le contrôle. C'est les choper, ouais. Voilà. Et le contrôle est incapable de les choper. Le contrôle négatif, quand vous avez tant de... Voilà, ils jouent là-dessus. Vous savez que les deux camps utilisent, le camp du dopage et le camp de l'antidopage, utilisent les contrôles quasiment tous négatifs pour dire, le camp du dopage, vous voyez, j'ai passé, donc on prend Armstrong, 500 contrôles tous négatifs, Contador, 500 contrôles tous négatifs, Marion Jones, 180 contrôles tous négatifs, c'est le refrain. Ils ont passé des tas de contrôles parce que le jeu, c'est de passer à travers le contrôle. Donc, ils ont tous des contrôles négatifs, donc ils disent, voyez, on ne se dope pas. Ouais. Et en face, vous avez le camp de l'antidopage, les agences, les laboratoires, ils vous disent, voyez, on en attrape quelques-uns, c'est qu'on en trouve, c'est qu'on trouve des dopés, et il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dopage. Donc tout le monde est content, voilà, donc tant qu'on reste là-dedans, ça fait 50 ans, ça fait 50 ans. Il y a triche et dopage, moi je suis prêt à tricher pour gagner au Monopoly. Oui. Je ne vais pas me droguer pour gagner au Monopoly. Vous savez, je vais prendre un peu la défense de Seb Blatter parce que je me fais l'avocat du diable, mais vous êtes là pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas des sports où on a plus besoin de dopage que d'autres? Ah mais Vincent, vous êtes pour le dopage? Moi j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à endiguer le dopage. Non mais je vous ai dit dès le départ, tant que c'est entre la main du monde du sport, comment vous voulez que ça marche? Mais même si c'est plus dans la main du monde du sport. Mais si, bien sûr. Regardez sur les routes. La recherche, elle a besoin d'argent. Elle aura les moyens un jour de... Non, mais déjà, vous savez qu'au moment de l'affaire Festina, ça vous dit quelque chose, bien sûr. Il y a une avancée technologique, parce que tout le monde s'est concentré, parce que c'était ridicule, effectivement, la lutte antidopage. Et donc, en quelques mois, alors que là, on ne trouvait pas les corticoïdes, on ne trouvait pas l'UPO, on ne trouvait pas les hémoglobines de synthèse, on ne trouvait pas les perfluorocarbones, en quelques mois. Tout ça. On a demandé au pouvoir public, avec la gendarmerie aussi, d'intervenir. Oui, bien sûr. C'est pas du tout mais les mêmes... c'est eux qui ont les meilleurs résultats, c'est les gendarmes. Dans le Tour d'Italie 2001, il y a les carabinieri font une descente de police. À la fin du tour, à la 17e étape, ils arrivent. Et donc on voit alors des scènes extraordinaires où les valises... Des seringues qui pleuvaient. Des fenêtres d'hôtel, tout ça. Et donc, il fouille les valises. Et pendant toute la durée du Tour d'Italie, donc une vingtaine d'étapes de contrôle positif, et il fouille les valises, 51 valises positives, avec des produits qu'on aurait dû trouver dans les urines. Donc, il y a aussi des laboratoires qui sont sous la coupe du monde du sport. Le laboratoire italien de Rome a été arrêté pendant plusieurs mois parce qu'il a rangé les flacons des footballeurs. Voilà, donc, tant que l'histoire est entre les mains du monde du sport, ça sera Magouille et compagnie. Il y a quand même des anciens sportifs de très haut niveau qui sont à des places importantes, que ce soit dans les instances sportives ou dans les instances politiques aujourd'hui. Et ces gens-là, ils font rien pour que ça change. David Douillet, il est député. Tu penses à Michel Platini? Je pense aussi à Michel Platini, par exemple. Non. Michel Platini dit qu'il n'a jamais entendu parler de dopage, il n'a jamais rien vu. Non, mais il n'a jamais entendu parler de dopage, mais surtout, il ne veut pas en parler. Dans ses premières interviews, là, j'ai justement dans la revue Quel Sport, là, oui. Pas celle-ci, ça c'est elle date de 2012. Du dernier Euro, qui sort là ces jours-ci, qui est consacré au Mondial 2014. J'ai fait donc un article un peu dans le même style que 30 vainqueurs face au dopage, et donc j'ai mis Platini face à ses déclarations.
bien, les premières déclarations à la fin de sa carrière, il commence par dire, un journaliste du Généraliste, une revue médicale, donc il espérait probablement que personne ne le lirait, bien sûr, et donc il dit je ne sais rien, même si je savais quelque chose, je ne vous le dirais pas. Deuxième interview, lorsqu'il prend la casquette de consultant à Canal+, pas longtemps après, à la fin de sa carrière à la Juve, il dit j'avais donc mis des règles avec les journalistes, que je ne parlais pas des sujets qui fâchent, donc le dopage, les magouilles, voilà. Donc avec ça, effectivement, vous allez très loin pour la désinformation. Et vous, en tant que spécialiste du sujet, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu David contre Goliath? Non, je suis... alors bien sûr, je suis critiqué du style, c'est sans fonds de commerce, alors qu'il y a une règle européenne qui date de 78, qui disait qu'il fallait indemniser les gens qui dénonçaient le dopage, d'accord? Alors qu'on croit que je fais mon beurre sur le dopage. Voilà, donc c'est sans fond de commerce, ces arguments, c'est pas des arguments, on va pas contre ce que je dis. Voilà, où on dit il n'aime pas le sport, ou des trucs comme ça. Vous connaissez tout sur le dopage? Oui, non, pas forcément. Personne ne vous a jamais appelé pour vous dire vous ne pouvez pas nous doper notre équipe? Non, parce qu'ils savent d'avance qu'ils n'auront pas les produits. Et juste un pour dernier mot, Anne-Claire, avant de finir juste pour le débat. grand public, si on devait comparer, alors c'est un peu arbitraire, mais le cyclisme par exemple avec le foot, quel est le sport le plus dopé, d'après vous, actuellement? Je ne peux pas répondre comme ça parce que je vais vous répondre, mais je ne peux pas répondre brutalement à votre question. Bien sûr, c'est un peu... Pour la simple raison, c'est qu'il n'y a que les contrôles, s'ils étaient efficaces, qui pourraient dire le pourcentage de gens qui se dopent, et à ce moment-là, on compare entre les deux sports. En tout cas, ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, dans cette émission, c'est que le nombre, et c'est peut-être par vous, c'est que le nombre de contrôles, la FIFA, la Fédération internationale de football, met en avant 25 000 contrôles par an. 25 000. Mais si on le rapporte au nombre de footballeurs, c'est 0,004. Non, c'est 0,04. Alors que dans le vélo, c'est 1,6. Donc, il n'y a pas photo. On fait X fois plus de contrôles dans le vélo que dans le... Donc, automatiquement... Alors, automatiquement, vous n'allez pas trouver le même nombre de cas positifs. Et le fameux médecin de la FIFA, Dvorak, a calculé que pour attraper un footballeur, ça ne veut pas dire, parce qu'il n'y a qu'un footballeur qui se dope. Non, mais pour en attraper un, il faut dépenser 3 millions de dollars. Pour en attraper un. Pour vous dire l'inefficacité de leur lutte antidopage. Et il faut donc, et ça, c'est au bout de tant de contrôles, quoi. Ça veut dire qu'ils font 25 000 contrôles, ils en attrapent très peu, donc le prix des 25 000 contrôles, ça donne pour 3 millions de dollars. Et pour que ça soit efficace, c'est quoi? C'est de l'ordre de 9-10%, c'est ça, de contrôle? Le minimum, c'est 5%, mais l'idéal, c'est 10%, pour que ça soit dissuasif. C'est le même nombre de contrôles par fédération, que ça soit du foot ou du jokari. C'est ça. Tu fais du jokari, tu es sûr de te faire gauler. Absolument pas. C'est ça, moi j'ai arrêté depuis. Voilà, donc vous voyez, ils utilisent les chiffres à leur avantage. C'est toujours Prodomo qui vous raconte leur histoire. Je dis, mais en face de moi, jamais il dit ça. Jamais, aucun. Justement, ce serait marrant un jour de vous confronter. J'ai été en face. Dans une émission télé? Non, j'ai l'enregistrement de la conversation, mais je ne peux pas le passer, bien sûr. Ah, pourquoi? Mais attendez, c'était un téléphone, je veux dire, je ne l'ai pas prévenu que j'enregistre. Ah, d'accord, je comprends. Donc... Il s'appelait Paul Bismuth, non? Non, c'est Blatter. Il avait un téléphone spécial. Exactement. Alors, c'est la fin de ce premier débat. On va tout de suite faire une petite pause et retrouver après un deuxième débat où on évoquera les solutions dans le dopage. Une petite pause Twitter, Anne-Claire? Oui, Twitter, #SportTech. Donc suivez-nous sur... Sportech TV, Sportech, c'est quoi? C'est Sportech TV, voyons. Sportech TV. À tout de suite.
retour dans Sportech pour le bloc-notes, de la mi-temps, j'ai envie de dire, la mi-temps de l'émission. Alors Anne-Claire, c'est un peu votre truc, là, Oui. de quoi on va parler aujourd'hui. Du dopage, Ah bon? évidemment. J'ai fait l'exercice classique que ferait n'importe quel tweetos sur Twitter, donc le hashtag dopage, et voir ce qui ressortait et sur quoi on commentait l'actualité de nos jours. Et donc là, l'actualité qui ressort vraiment et sur laquelle il y a beaucoup de buzz, c'est Ben Johnson. Est-ce que vous pouvez rappeler qui? Alors, Ben Johnson, c'est donc le coureur canadien qui avait gagné officiellement les Jeux Olympiques en le 100 mètres en 88 à à Séoul et qui a été après déclassé en battant le record du monde pour dopage. Au stanozolol, un stéroïde anabolisant. Et donc il a fait un... Je remets ton micro parce Oui, que c'est sa nouvelle voix, ça me plaît bien. C'est avec ma voix. Moi aussi, je devrais me faire doper, en fait, je pense, un petit peu dans la voix. Je devrais. En tout cas, soigner. Oui, soigner. Donc Ben Johnson, il a été contrôlé positif, effectivement, et il a déclaré surtout que si il a été chopé parce qu'il avait changé d'équipementier. Et il explique qu'en fait... Qui était Adidas, l'équipementier de... Voilà, il quittait Adidas. Et il expliquait qu'il s'était fait avoir pour ça, parce qu'Adidas avait... Là, je sens que Jean-Pierre est en train de bouillir. Je ne sais pas Non, pourquoi. Laissons Anne-Claire terminer. C'est une jeune femme, donc je ne vais pas bouillir. mais il avait... Alors, juste je finis. Il avait beaucoup de... Donc, il expliquait que Adidas avait beaucoup de liens, voilà, de connivence c'est vrai. avec le comité olympique. Il n'y a pas de doute. Que tous les coureurs Adidas étaient exemptés un peu de tout soupçon. De tout soupçon. Voilà. Sauf que il y a eu une commission d'enquête qui a été organisée par le Canada à la fin, parce qu'elle a voulu comprendre comment la plus grande star des Jeux se faisait prendre alors qu'ils étaient suivis, contrôlés, etc. Et donc il y a eu un juge, Dubin, qui a été désigné pour faire cette commission d'enquête. Il a reçu tout le monde, Ben Johnson, ses coéquipières, le médecin de la Fédération internationale d'athlétisme, le médecin du CIO, etc. Et puis il les a mis tous devant leur responsabilité majeure. Et donc on a appris à cette occasion, parce qu'il y a Charlie Francis, dont on ne parle jamais dans le blog en question, Charlie Francis qui était l'entraîneur de Ben Johnson. Il y avait Isa Genko, une partenaire d'entraînement, une fille qui court aussi très vite et qui était dopée, et qui se dopait. Et donc il y a eu des tas de témoignages à l'époque de Ben Johnson et d'autres. Et donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'il raconte là. Il y a eu plein d'histoires sur ce contrôle. Voilà, et donc oui, alors effectivement, c'est Demerod, le médecin de la fédération du CIO, médecin de la commission médicale, donc qui n'est pas médecin, pardon, qui est le président de la commission médicale, et qui a mis en jeu sa tête, parce que donc l'information lui arrive du laboratoire, et il a pris de son propre chef d'appeler un journaliste de l'AFP pour que ça s'ébruite, et qu'après on ne puisse plus retourner en arrière, parce qu'il était sûr que s'il annonçait ça au président du CIO, l'affaire était enterrée. Et alors j'ai fait une deuxième recherche sur l'actualité. Je me suis intéressée au passeport biologique. Tu as tapé hashtag passeport biologique? Ouais, je l'ai cherché. et donc évidemment, je n'ai rien trouvé. Et voilà, c'est ça. Ça n'intéresse pas les tweeters. Ça n'intéresse personne pour l'instant. C'est-à-dire que cette... Mais c'est une nouvelle nouveauté dans le football. C'est une nouveauté, ça a été mis en place par la FIFA. Ça a déjà été fait. Oui, dans le football, le passeport biologique est nouveau. C'est nouveau, oui. Je ne veux pas vous miner le moral, Jean-Pierre, hein, mais on a beaucoup plus parlé de l'hymne de la Coupe du Monde que du dopage, hein, pour l'instant. Dans les tweets, là, c'était plus l'hymne de la Coupe du Monde. Vous ne minez pas le moral. Alors, on a des bouquins aussi qu'on va présenter dans le bloc-notes. Là, c'est Nice Na, Vincent, par François Manardo. Tu l'as lu, Pierre? Je l'ai lu. Ouais. Et toi? J'étais obligé. Ce que je vais faire, parce que je suis un bon camarade, c'est pas si mal. Je vais vous lire quelques lignes. Non. Et en plus, je triche pas, je prends dès le début du bouquin, page 13. Ah, on t'écoute. Mes parents avaient divorcé, et à chaque fois que les vacances revenaient, je quittais Nice, où je vivais depuis 1981, pour rejoindre ma ville natale où mon père résidait encore à cette époque. Je n'étais qu'un homme, mais nos relations étaient déjà assez compliquées, conflictuelles même. Mais il était mon père, et l'adolescent que j'étais cherchait un mot, un regard qui m'aurait encouragé pour m'aider à me construire, un peu moins seul,
en tant qu'homme. Nous étions en 86, j'avais 14 ans. J'étais avec mon père au bord de l'eau sur la plage d'Hammamet, perle du littoral tunisien. Il y a marqué en vrai. Il travaille aussi pour perle le guide du Routard. Non, mais c'est plus mal écrit que le livre de Philippe Candeloro qu'il avait lui-même pas écrit. D'accord, mais on apprend quelques trucs. Non, on apprend quand même. rien. Non, on apprend rien. on On apprend un truc formidable, c'est que le gars, et donc François Merado, c'était l'attaché de presse de l'équipe de France. Il est au courant de rien. Et donc il fait un bouquin. Il est détaché de presse en fait. Ouais, c'est ça. Il fait un bouquin donc qui fait 197 pages, écrit en gros caractères, 18 ou 20, où il raconte qu'il est jamais au courant de rien. Et son job, c'est de visser la communication de tous les membres du staff et de l'équipe de France. Il sait rien et il passe son temps à passer des coups de fil aux journalistes de l'équipe avec qui il est pote, parce que lui-même était journaliste à l'équipe avant, pour avoir des infos. Il n'a pas été longtemps. Pas longtemps. Mais il a été un petit peu, donc il a le numéro de portable de certains journalistes de l'équipe et il les appelle pour avoir des infos. Il doit en être fier alors. C'est assez incroyable. Alors ce qui est génial, c'est qu'à la fin, il raconte le naufrage de Nice Nice, ce fameux communiqué et ce jour de grève. Il dit c'est horrible ce qu'ont fait les joueurs, c'est vraiment c'est un crime à la nation. Et à aucun moment il se remet en cause sur on a dû à un moment rater la communication. Mais après on apprend un petit peu plus sur les coulisses de l'événement quand même. Parce que j'ai vu sur des analyses quelque chose sur ce bouquin. C'est pas lui qui devait lire le communiqué des footballeurs. On lui a demandé de lire le communiqué. Et lui, il a refusé. Sa seule défense, c'est « Ah non, moi je peux pas dire ça parce que c'est mon employeur, la Fédération française. C'est pas du tout « Ah non, je peux pas dire ça parce que c'est scandaleux. Non, c'est parce que c'est mon employeur. » Il a eu raison de pas le lire. Il a eu raison de pas le lire, mais Domenech avait très envie de le faire, je pense. Ouais, il a eu tort de le lire. Moi, je pense en tout cas, dans l'esprit de Raymond Domenech, il a eu raison de le faire parce que ça a fait chier tout le monde, et en particulier la Fédération française de football. Est-ce que quelqu'un autour de la table connaît Michael Penforce? Oui. C'est un joueur de tennis australien. Pas australien. Ah, il était pas australien? Non, il était pas australien. Non, c'est pas possible. Il était suédois. Exactement. Sa mère était australienne, je pense. Peut-être, oui. Tu inventes, tu écris ce livre, c'est ça? C'est ça. On va dire d'accord, mais je sais pas, mais lui peut-être. était suédois. Il était suédois. Et tout de suite, on va retrouver la séquence flashback.
boire, à boire. Alors maintenant c'est bon, vous voyez un peu plus qui c'est José Luis Clerc, Michael Penforce. Moi je les connaissais. Ah vous les connaissez? Je vous l'ai dit. Ouais, je me rappelle pas. Si, vous êtes sûr? Vous avez la mémoire courte, là, en 30 secondes. En 30 secondes, ça s'évapore. Ah mais je me souviens, on a un deuxième débat, c'est ça, le deuxième débat sur les solutions. Les solutions apportées pour lutter contre le dopage. Est-ce que vous en avez une, est-ce que tu en as une, Vincent, de moi j'en ai une, mais qui n'est pas pour lutter contre le dopage, mais je vais bien en parler avec vous. J'ai l'impression que ça va être compliqué de lutter contre le dopage, et du coup je me dis, aujourd'hui on arrive à soigner plein de maladies avec en encadrant les solutions médicamenteuses qu'on apporte. Est-ce qu'on ne peut pas bien, proprement, doper des gens? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que c'est pas une solution? Ça c'est une vraie question. Non mais c'est une vraie question, bien sûr, et j'ai la réponse bien sûr. Parce qu'on me l'a posé déjà X fois. Le problème du dopage, il y a une composante totalement différente des patients qui sont malades, qui ont un problème. C'est qu'on va donner des médicaments pour aller sur un terrain à un type qui n'est pas en état d'aller sur le terrain avec les médicaments en question. Vous allez comprendre facilement ce que je dis. Si on donne Jean-Paul Sartre, tout le monde le connaît, même s'il ne jouait pas au tennis. Donc Jean-Paul Sartre, dans les 25 dernières années de sa vie, il a vécu jusqu'à 75 ans, il prenait 20 comprimés de chlorhydrane, c'est-à-dire une amphétamine. Et son seul effort, dans son bureau, dans sa maison, c'était d'aller à la cafetière, de se faire bouillir au café, d'aller chez le buraliste chercher son tabac ou ses cigarettes, et de temps en temps se lever de son bureau pour attraper un dico ou vérifier quelque chose. Si ces 20 comprimés de chlorhydrane, on les donne à un cycliste pour monter le Ventoux, au minimum, il est en réanimation, et au maximum, il est à la mort. Et donc j'ai fait une étude sur tous les coureurs du Tour de France, de 47, parce qu'avant, on n'a pas de corrélation avec les moyennes européennes, il n'y a pas d'étude. Donc de 47 à 98, au moment de l'affaire Festina, donc 2263 coureurs ont été analysés, dans le sens de leur longévité, la maladie qui l'a emporté, le problème de santé qui les a emportés. Et il apparaît qu'entre 25 et 34 ans, les cyclistes du Tour de France mouraient 5 fois plus que la moyenne européenne, qui buvaient, qui fumaient, qui ne faisaient pas de sport. Voilà, donc le dopage, ça ne fait pas du bien à la santé. Et donc l'effort physique avec le produit dopant, c'est contraire à l'éthique médicale, mais déjà. Là, justement, on parle d'un dopage qui n'est pas organisé, qui n'est pas contrôlé, dont on Ah si, il y avait déjà des médecins. Oui, vous savez que dans les années 60, ils étaient suivis par des médecins. Si aujourd'hui, on prend des produits dont on sait, alors vous m'avez dit, ce produit-là, on sait qu'il fait ça, je pense que, donc il y a des produits dont on sait qu'ils entraînent moins de conséquences, ou je ne sais pas. Donc ça, si on dit, bon, on prend cela, on met le même pack à tout le monde, ça ne marcherait pas? On n'a aucune certitude sur rien. Non, on peut pas. Tu veux absolument les doper, toi? Non, mais il veut effectivement trouver la faille. Mais non, j'essaye de trouver bien sûr. Comment on pourrait faire, parce que moi j'ai une priorité, c'est que justement ces gens-là, qui sont normalement le prototype de la vie saine et de la bonne santé. Mais le sport de haut niveau, c'est pas la vie saine. Bah ouais, c'est ça le problème. Mais oui, mais parce que ils devraient vivre plus vite tout le monde. Bien sûr, mais c'est parce que je vous dis, la surveillance, des sportifs de haut niveau, elle est entre les mains des fédérations. C'est pas possible, ça. C'est comme les arbitres. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de Travis Tygart? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a quand même eu des résultats. Oui, alors bien sûr qu'il a fait tomber Armstrong. Il a fait tomber Armstrong. Oui, mais il a fait surtout tomber Armstrong. Quelques autres équipiers qui ont avoué. Ces gens-là, effectivement, ont témoigné devant le grand jury. Et donc, il les a recontactés en leur disant vous me racontez la même chose, parce que le grand jury n'a pas voulu donner ses auditions à Tygart. Ouais. Donc, il a demandé à ses sportifs de témoigner en leur promettant une réduction de peine. Voilà. Sûr, ouais. Et donc c'est comme ça parce qu'il voulait à tout prix se faire Armstrong, parce qu'Armstrong s'était foutu de sa poire pendant des années. Ouais, c'est ça. On va regarder l'interview qu'on a vu il y a quelques jours avec lui. C'est le dopage le plus sophistiqué. C'était son objectif de voilà, c'est homme contre homme. C'est ça. Contre un. C'est ça. Bon, on regarde tout de suite le sujet avec Travis Tygart. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais c'est celui du shérif le plus connu des États-Unis. Depuis son arrivée à la tête de l'agence américaine antidopage, Travis Tygart n'en finit pas de faire tomber les sportifs américains. Phil Montgomery, Tyson Gay, Marion Jones, Floyd Landis et plus récemment Lance Armstrong font partie de son tableau de chasse.
Floyd Landis est venu avec une foule d'informations et nous avons réussi à obtenir des preuves, en plus de son témoignage, pour démontrer que l'équipe américaine US Postal, y compris Armstrong, ont dirigé un programme extrêmement développé afin de tricher dans le cyclisme. Le programme le plus développé au monde. En fait, ce n'était pas contre Armstrong. Nous lui avons demandé d'admettre et d'avouer en juin 2012, avant que tout cela ne soit rendu public. Nous lui avons demandé de faire partie de la solution, comme nous avons fait avec les autres sportifs qui, eux, ont accepté d'avouer. Parce que nous croyons en tous les athlètes, y compris les héros, jusqu'au moment où, au vu des résultats, nous sommes obligés de continuer d'enquêter. Nous devions aller plus loin. On a eu des pressions de la part du Congrès et des républicains, et notamment une campagne de dénigrement contre nous, orchestrée par leurs responsables de presse. Nous avons eu des pressions de la part d'Armstrong et de ses avocats, mais nous sommes immunisés contre cela, et nous nous sommes engagés dans la mission de protéger le sport. Donc, nous ferons notre travail coûte que coûte, et quels que soient les gens au pouvoir. De passage à Paris à l'occasion de la remise des prix de l'Académie des sports, l'Américain a accepté de revenir pour nous sur la lutte antidopage. Le rapport Armstrong tenait en plus de 1000 pages, sa réponse, elle, tient en quelques secondes. Je pense malheureusement que c'était la manière dont fonctionnait le sport qui a poussé et convaincu les athlètes de tricher. Et que la seule façon de gagner était d'utiliser des produits dopants. Bien sûr, la pression sur les athlètes est beaucoup trop lourde. Le fait qu'ils aient à décider entre quitter leur rêve sportif ou utiliser des drogues, eh bien malheureusement, la majorité des athlètes de haut niveau prennent le risque de se doper. Teichart en est persuadé, il fait l'un des meilleurs jobs au monde, l'un des plus exposés aussi. Placé sous protection policière depuis le début de l'affaire Armstrong, il est régulièrement l'objet de menaces. L'indépendance est à ce prix. Je pense que ça a montré l'importance et l'efficacité d'une agence antidopage indépendante. Notre travail n'est pas de promouvoir le sport, mais de le protéger, ainsi que de protéger les sportifs propres. Parfois, c'est à nous de faire le sale boulot pour le protéger. Il n'y a pas d'athlète au-dessus des lois. Une réaction de ce que vous venez Oui, moi, ce qui me dérange, bon, effectivement, il a fait tomber Armstrong, mais il a quand même remporté 7 Tours de France avant de tomber. Je veux dire, donc c'est pas rapide leur histoire. Et donc, il prend effectivement l'argument de dire c'est le programme le plus sophistiqué pour se valoriser. Hein, c'est humain. Mais il n'est pas plus sophistiqué que ses adversaires. Ulrich avait des transfusions. C'est-à-dire qu'on utilisait déjà le même système depuis des années. Bien sûr, tous ses prédécesseurs ont fait pareil. On avait le même programme, les mêmes protocoles, transfusion sanguine, PO, hormones de croissance, c'était exactement pareil. D'ailleurs, dès le départ, quand il est passé dans l'émission, la fameuse émission où il a fait ses révélations sur son dopage à moitié, dès le départ, j'étais dans les chaînes d'information. Et j'ai dit, quand j'ai entendu Teichart dire c'est le programme, ou quand on a dit que c'était le programme, j'ai dit c'est faux. Et j'ai expliqué pourquoi. Dès les années 80, les Allemands de l'Est ont les mêmes produits. L'équipe américaine, donc on est en 80, 78-80, les Allemands de l'Est utilisent les mêmes protocoles. En 84, l'équipe américaine, qui n'existe pas sur le plan de la piste, donc ça se passe à Los Angeles, les Jeux Olympiques. Pas d'athlétisme là? Non, je parle de cyclisme. Cyclisme sur piste. Voilà, donc voilà. Et sur la piste de Los Angeles, ils vont rafler quasiment toutes les médailles. Et on apprend dans la foulée qu'ils étaient tous transfusés en 84. Vous reconnaissez quand même des qualités? Oui, parce qu'effectivement, il a fait tomber Armstrong, alors que l'UCI était incapable, puisqu'elle était liée avec Armstrong. Donc effectivement, voilà, la fédération, comment voulez-vous éradiquer le dopage alors que la fédération est complice? Anne-Claire le disait tout à l'heure, mais avec tout ce que vous nous dites, on ne voit pas trop les solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tellement voyez, tout le monde se c'est les fédérations, mais non, mais si vous laissez les fédérations faire leur salade entre elles, jamais ça va marcher. Il faut sortir tout ça. Vous voulez donner le pouvoir, la possibilité au pouvoir public de directement agir? Complètement, mais vous avez un service qui marche, qui s'appelle l'OCLAEPS, qui est le service de gendarmerie spécialisé dans les atteintes à l'environnement, à la santé publique, et donc qui a en charge la lutte antidopage. Et ils ont les fonds nécessaires pour... Voilà. Devant la commission d'enquête du sénatorial le 14 mars dernier,
2013, pardon, j'avais donc raconté cette Oclaeps qui était la plus efficace, parce qu'eux, ils vont dans les valises. C'est plus efficace que d'aller dans les urines ou dans le sang. Et donc, ils sont 4. Donc, il y en a qui est au téléphone, l'autre est en RTT, le 3e est en vacances, et le 4e, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, j'ai dit, je finis une seconde. J'ai dit devant la commission d'enquête, donnez l'argent des contrôles a posteriori à l'Oclaeps. Faites vraiment, changer le système. Voilà, et là, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, à l'AMA, le premier président de l'AMA, Dick Pound, vous savez qui c'est, Dick Pound? C'est un ancien nageur olympique qui, en 60, il a fait une performance, il était en finale du 200 mètres, ou de 4 fois, je ne sais pas quoi, donc en natation. Et ce Dick Pound était, alors là, vous ne devez pas le savoir, mais c'est intéressant de le savoir, c'était le défenseur, l'avocat de Ben Johnson en 88, qui essayait de faire croire au monde entier que Ben Johnson avait été dopé à son insu, et que son corps était dopé, mais pas sa tête. Voilà. Donc il essayait de nous faire croire ça. Oui, mais ça c'est quand même une explication. Oui, voilà, complètement. Séparation du corps. Et donc ce même Dick Pound va devenir le président de l'Agence mondiale antidopage de 99 à 2007. Attendez, vous ne pouvez jamais en sortir comme ça. Moi, j'attends. Je vous dirai le jour où ça commencera à marcher, c'est quand on mettra à la tête de ces agences des gens concernés. Et il y en a, mais on ne les veut pas. Vous avez un Italien qui a fait tomber tout le système italien, Ferrari, Conconi, Sandro Donati, il n'est pas à la tête de l'Agence mondiale antidopage. Vous avez un Allemand, Werner Franke, qui a fait tomber tout le système de la Stasi, qui a dévoilé toutes les turpitudes du sport allemand de l'Est et de l'Ouest, qui a eu X procès contre Ulrich et compagnie. Lui non plus. On n'en veut pas de ces gens-là, parce qu'ils sont efficaces. Donc pour vous, en fait, ça n'a pas de fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, on a l'impression qu'en fait, pour être sportif de haut niveau, il faut être dopé. Est-ce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui ne sont pas dopés? Parce que je me souviens, par exemple, à l'OM, sur un tableau, il y avait écrit... Vous l'aviez vu, le tableau? Je n'avais pas vu. J'ai lu une de vos interviews où vous racontiez ça, qui avait écrit « Ce soir, piqueur pour tout le monde ». Sauf... Et Cantona avait rajouté à la main « Sauf pour Cantona ». Oui, donc, mais c'est son style. À Cantona. C'est son style à Cantona. Mais est-ce qu'il existe un sportif de haut niveau? Moi, je peux vous dire une chose. C'est que moi, à mon point de vue personnel, les contrôles, effectivement, sont incapables de vous dire quel est le pourcentage de gens qui trichent. Et en revanche, chaque fois que je suis en conversation privée avec des sportifs, chaque fois, eh bien, au final, je sais qu'ils dopent. Je vais vous raconter, oui, mais ils ne le disent pas comme ça, parce qu'ils ont des mots pour parce que dire « je me dope », ça veut dire que vous avez volé vos performances. Donc personne ne le dit. Un mot, Vincent? Non, mais c'est en tout cas un débat qui nous amène à un constat qui est très, très sévère pour le sport. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, pour être performant, en tout cas dans une compétition, il n'y a pas pour faire une performance, mais pour être performant, quand on est en compétition avec d'autres personnes, on est obligé de se mettre au niveau de ces personnes-là qui, comme elles se dopent, eh ben, vous êtes obligé d'en arriver là. Et ça, c'est un peu... Alors, il y a différents facteurs qui facilitent cette diffusion du dopage. C'est que à 20-25 ans, ça c'est le médecin qui parle, donc j'ai eu en face de moi des centaines et centaines de sportifs, de non-sportifs. Et ce qui ressort, et ce que j'ai écrit déjà il y a très longtemps, c'est que le mot santé ne fait pas partie du dictionnaire d'un mec de 25 ans. Bien sûr. Ouais. Ça ne fait pas partie. Il tourne les pages, il ne trouve pas le mot santé. Jamais il se pose la question, parce qu'à 20, 25 ans, 30 ans, ils n'ont pas rencontré la mort. Dans leur famille, quasiment personne n'est mort. Donc ils se sentent invincibles. Quand par exemple, un sportif de 25 ans parle à un type de 40 ans, il croit sérieusement que l'autre est né à 40 ans. Il ne sait pas qu'un jour, c'est lui qui va avoir 40 ans. Mais il n'a pas la perception. C'est une forme de déni psychologique, en fait, oui, ils sont dans un système où la santé, la vitesse, la force... Parce que vous parlez... C'est ça, vous parlez des mots, l'importance des mots. Oui. Quand on dit produit de récupération, on change la symbolique des mots. Et donc, parce que s'ils parlent de dopage, ce sont des tricheurs. Jusqu'en 1966,
il y a une loi qui apparaît en France, et il y avait déjà une quelques semaines avant en Belgique. La première loi antidopage, elle est en Belgique, le 1er avril 65, et la France, c'est le 1er juin de la même année 65. Il y a une loi. Et à partir de la loi, donc il y a des sanctions pénales, à partir de la loi, jusque-là, les gens parlaient dans les livres, tout ça, c'est comme ça que j'ai appris et compris que tous les 8000, les 14 000 de la planète, et tous les sommets au-delà de 8000, il y en a 14, eh bien, ont été vaincus par des amphétaminés. Ils avaient dans leur pharmacie des amphétamines qu'ils utilisaient pour l'ascension. Et donc, démystifier tout. Hein. Oui, mais attendez, attendez pour vous, mais parce qu'on pourrait parler des heures, parce que j'ai écrit un dictionnaire sur le dopage en 2004, et vous savez à qui j'ai demandé de faire la préface? À Herzog, que j'ai donc malmené dans mes écrits X fois. Donc il était quand même, je veux dire, il était gonflé. Alors, il était à bloc. Je l'ai respecté en virant de mon dictionnaire tout ce qui concernait Herzog, et dans la préface, il a essayé de se justifier. D'accord. Voilà, il a essayé de se justifier pourquoi il était dopé en montant l'Annapurna. Voilà, parce qu'il vous lisez dans son bouquin sur l'Annapurna, il vous raconte que dans la pharmacie individuelle de tous les grimpeurs, il y avait du Maxiton, il y avait, voilà, et tous, oui, complètement, tous. Bah, en tout cas, Jean-Pierre, je vous remercie d'être venu, de nous avoir éclairé un petit peu et d'avoir effectivement un petit peu quand même noirci le tableau. C'est vrai qu'on ne sort pas de là avec beaucoup de... Mais si, c'est pour ça qu'il faut changer. Ça fait 50 ans que ça dure. Mais si on ne change rien, si on change rien. C'est pour ça qu'il faut des journalistes combatifs. C'est ça. Moi, je passe là, je jette mes berlingots Nestlé et puis je file à la pharmacie. J'ai pas envie d'être dernier. En tout cas, merci Jean-Pierre d'être venu nous éclairer un petit peu sur toutes les questions de dopage. Merci à vous de m'avoir invité. Bah, c'est normal, vous nous avez éclairé. Anne-Claire, merci beaucoup. Vincent, merci beaucoup. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On remercie en régie notre réalisateur Olivier Rousseau, Laurent Grossetti aussi qui a travaillé sur toute la lumière, Jérémy Sain, bien entendu, qui est à la production, et Édouard Marquis qui travaille à la production également sur l'émission. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.